voudrais vous lire ce petit texte que m'a inspiré la lecture de Benjamin Fondane. En rédigeant ces quelques notes, je ne pouvais m'empêcher de penser au destin tragique du poète Max Jacob, que j'ai relu cet été me retrouvant en Bretagne et pas loin de Quimper, sa ville natale. La police de Vichy a traqué Benjamin Fondane comme elle a envoyé Max Jacob au camp de Drancy, comme il a été rappelé tout à l'heure, où il est mort. Je ne peux lire Benjamin Fondane, Benjamin Wexter, alias Fondaouianou, sans m'associer à cette douleur profonde que porte sa poésie comme un calvaire sous le poids de la barbarie nazie et sa complicité vichiste. Devenu essentiellement écrivain de langue française dans ce pays où il arrive en 23, comme il a été rappelé, mêlant ainsi culture roumaine, hébraïque et française, il obtiendra la nationalité en 1938. C'est l'autre visage de la France qu'il aime, celui de Rimbaud et de Baudelaire, auquel il consacre de nombreux écrits, marqué surtout par l'œuvre du philosophe russe Léon Chestov. Benjamin Fondane a plusieurs cordes à son arc, philosophe, poète, dramaturge, essayiste et même cinéaste. C'est en philosophe que son œuvre replace avec évidence l'homme, avec H majuscule, au centre de ses préoccupations existentielles. C'est le vécu, l'ontologique, qui donne sa dimension profonde à l'œuvre, au-delà des recherches formelles, même s'il côtoie et fréquente les avant-gardes dadaïstes et surréalistes. Et de considérer que l'objectif premier de l'œuvre n'est pas la connaissance pour la connaissance, dans la distance intellectuelle, mais l'être et son implication dans l'engagement et dans la lutte pour la liberté. Son engagement est réel, loin de la coquetterie de l'esprit ou de l'exercice de style langagier, gratuit ou de l'écriture automatique. Cela le mènera forcément vers la polémique, mais c'est toujours avec la passion intellectuelle pour défendre l'humain. Ainsi écrira-t-il sur Heidegger, Husserl, Nietzsche, Kierkegaard, Freud, critiquant aussi ici ou là les points de vue du philosophe Jean Val ou du poète Denis Rougemont. Pourtant, l'intérêt philosophique est couvert, me semble-t-il, par l'œuvre du poète, celle-là qui ne cesse d'un poème à l'autre de rappeler au lecteur le besoin d'humanité, et pour cause la tragédie de l'entre-guerres qui installe son obscurité sur le monde ne peut laisser le poète indifférent à sa condition, à son être. L'avènement du nazisme qui dresse son idéologie raciste et mortifère au mépris des valeurs humaines fondamentales traverse l'œuvre comme une ombre funeste. La montée des périls et de l'antisémitisme en Europe interpelle une œuvre prise d'angoisse. Or, malgré la douleur si présente et les migrants juifs errants devenus Ulysse, comme il intitule l'une de ses œuvres, l'écriture poétique ne nomme pas directement l'oppresseur, le nazi et ses subalternes. Mais tout est là en filigrane et les griffes du monstre ne sont pas loin. Pour cela, le poème recourt à la métaphore, l'allégorie, l'allusion, parfois la dérision. Tout laisse percevoir la vie du naufrage, le drame de l'existence, la menace de l'errance, la mort qui guette. Benjamin Fondane oppose à la mort la vie à laquelle il tient à celle-là qu'il défend de vers en vers. Permettez-moi de penser ici à mon compatriote, le poète tunisien Aboul Qasim Chebbi, mort à 25 ans, en laissant un des plus beaux recueils de la poésie arabe, Aran el-Hayat, les chants de la vie. Si Benjamin Fondane, dans ses sombres années 30, vivait sous la menace de la mort nazie, tout simplement par appartenance à la judéité, Aboul Qasim Chebbi chantait la vie contre la tyrannie coloniale. Les forces oppressives, amour et beauté forment la résistance du poète pour défendre la liberté sans laquelle toute vie est indigne. Le poète est celui qui brise les chaînes de l'asservissement, de l'humiliation, de la haine,
être affranchi et vivre digne, libre. Et c'est ce jeune poète qui donne à l'hymne national tunisien ces vers extraits de son poème « La volonté de vivre, si le peuple décide un jour de vivre, force au destin de répondre. » L'œuvre de Benjamin Fondane n'est pas loin. Le poète rejoint le philosophe et le rappelle souvent. Il me semble qu'on ne peut dissocier ces deux aspects de l'œuvre tant la vision du monde élargit ce regard, partie du vécu intime pour le porter à la vie humaine, à l'humanité tout entière. Et bien que Fondane rejette la philosophie comme connaissance pour elle-même, la poésie peut-elle se passer de vision et de connaissance? Revenons à l'écriture métaphorique. Je prendrai pour exemple celle de la chenille dans ce poème « La douleur du monde » que je lirai tout à l'heure. La métaphore de la chenille qu'il devient ou il aspire à voler ne me semble pas loin de la métamorphose de Kafka. Depuis les métamorphoses d'Ovide, en passant par l'âne d'or d'Apulée et peut-être les fables d'Ésope et celle de Khalil et Demna, l'écrivain arabe Ibn al-Muqaffa du 8e siècle, et que traduit l'arabisant André Miquel sous le titre « Le pouvoir des intellectuels », la littérature a toujours tenté d'échapper au sabre du prince et aux griffes de la censure et de l'arbitraire. Paradoxalement, par le procédé de la figure, l'écrivain enrichit l'écriture de l'œuvre volontairement ou involontairement, lui donnant une dimension esthétique loin du discours idéologique facile ou de la propagande mécaniste. Je pense ici au roman Alamut du Slovène Vladimir Bartol, dont l'objet est les hachachines ismaéliens du Moyen-Âge sous le califat abbasside et qu'on peut considérer comme l'une des plus grandes paraboles sur les régimes des terreurs à l'époque contemporaine. Il en va d'un grand nombre d'œuvres écrites sous les dictatures et les régimes totalitaires. L'exemple ne manque pas. Je voudrais dire un mot concernant Benjamin Fondane et la langue française. Question qui m'interpelle personnellement et à laquelle j'ai consacré de nombreux articles et interventions et que Magda a eu l'amabilité de rappeler certains aspects. Le rapport à la langue qu'il adopte n'est pas un rapport de domination ou de violence linguistique où l'on retrouve les stigmates de l'histoire et son cortège de conflits identitaires coloniaux ou post-coloniaux comme dans le contexte du Maghreb. Par exemple, Benjamin Fondane est libre de ses conflits et antagonismes. Il vient à la langue française dans un rapport presque amoureux, assumé comme le seront ses compatriotes Sioran et Ionesco. La question de la langue ne surgit guère comme un handicap ou une coupure avec les siens. Elle est encore moins la langue de l'autre, elle se veut avant tout la langue autre. L'essentiel est que cela exprime son être, porter sa voix aux siens et aux autres. Et cela, c'est une chance, comme j'ai assumé mon bilinguisme pratiqué en Tunisie dès 1875, bien avant la colonisation survenue en 1881. Cela m'a permis personnellement d'insister sur le dialogue culturel et intertextuel. Je n'ai pas le sentiment que Benjamin Fondane a écrit en français se sentant étranger à cette langue ou a vécu exilé dans cette expression française. L'un de mes derniers articles s'intitule « Reconstruire Babel ». Il nous faut la pluralité et la diversité des langues et leur culture pour déjouer la discorde et la mésentente humaine et notre responsabilité est commune pour protéger toutes les langues. Cependant, il est important que l'écrivain soit libre de choisir sa langue ou ses langues pour s'exprimer, car au-delà de la question de la langue, l'œuvre de Benjamin Fondane nous pousse à nous rendre compte que la littérature n'est pas seulement affaire de mots ou de langue. Elle est la défense de notre visage humain, notre conscience morale face à la barbarie, où qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Et si Benjamin Fondane se définit comme juif athée, il est mon frère de lutte contre la terreur et les ennemis de l'humanité, combien nombreux de nos jours c'est menaçant et dangereux. En 1940, Benjamin Fondane s'engage, ça a été rappelé tout à l'heure, lors de l'invasion nazie. Il est mobilisé, il est fait
Prisonnier, il s'évade et après une hospitalisation, il poursuit l'écriture de son œuvre. En 1944, il est arrêté par la police de Vichy, puis envoyé à Drancy et déporté à Auschwitz. Nous voulons bâtir un monde fraternel, tolérant et beau. Quand d'autres le souillent par leur haine, leur brutalité et leurs idéologies imbéciles, en ces jours de violence aux islamistes insoutenables, de fondamentalisme religieux de toutes parts, d'extrémisme politique qui rappellent les pires moments de l'histoire, plus que jamais l'œuvre de Benjamin Fontaine est d'actualité. Et afin que ne prédomine pas le mal des fantômes, l'honneur des poètes est de s'opposer à la laideur dans le monde et construire une utopie fraternelle et universelle. Permettez-moi pour finir, en 2009, je me trouvais sur les hauteurs de Ramallah, non loin de ce petit olivier qui poussait près de la tombe du poète palestinien Mahmoud Darwish. Et sur sa tombe ont été écrits quelques-uns de ces vers. على هذه الأرض سيدة الأرض هناك ما يستحق الحياة. Sur cette terre, maîtresse de la terre, il y a ce qui mérite la vie. Je vous remercie.